bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir et bonjour pour éventuellement les Québécois et les Québécoises. Voilà, on va donc vous présenter ce soir chacun d'entre nous, donc Nathalie et moi, et on va vous présenter en fait les trois modules qui vont être mis en ligne dans le courant de l'année prochaine, dans le courant 2023. On a prévu trois modules qui sont axés sur le développement personnel, l'auto-hypnose, donc ce qui est un petit peu différent de ce que les autres membres d'observation méditative présentent et proposent en fait sur le site, puisque nous, on ne fait pas de la méditation, mais on travaille sur le développement personnel et sur l'auto-hypnose. Et vous allez voir, on va en discuter un petit peu, je vais un peu vous exprimer les choses par rapport à ça. L'auto-hypnose est quand même relativement proche de la méditation. Et je pense que c'est une autre approche qui peut vraiment être intéressante et qui peut permettre peut-être à certaines personnes ou à certains moments donnés de pouvoir travailler sur soi, mais d'une manière un petit peu différente que la manière dont c'est fait avec voilà, on fait un peu de bruit autour de moi, mais c'est pas grave. Pardon, c'est fait avec la méditation. Voilà. Tout d'abord aussi, je voudrais bien remercier Yves Baudry qui a mis sur pied ce site, qui a mis sur pied aussi ce groupe Facebook sur l'observation méditative, qui a été chercher un certain nombre de personnes à la fois en Europe et à la fois au Canada, ce qui nous semble à nous très très intéressant. On va pouvoir travailler entre nous, nous progresser chacun entre nous et vous offrir des choses qui vont sans cesse pouvoir aller de plus en plus loin par rapport à nos disciplines respectives, mais en les confrontant les uns par rapport aux autres. Alors, en quelques mots, d'abord, je vais me présenter moi. Je vais présenter deux ateliers. Nathalie viendra juste après pour en présenter un troisième. Donc, moi, je vais vous présenter la spirale infernale, qui est un atelier qui est basé sur la thérapie brève stratégique, et un second qui est basé sur l'auto-hypnose. L'auto-hypnose qui a été développée et renforcée sur base de mon expérience en psychothérapie du trauma réassociative, qui est un type d'hypnose tout à fait spécifique. C'est une évolution, si vous voulez, par rapport à l'hypnose ericksonienne traditionnelle. Alors, mon parcours à moi, donc en fait, moi, je ne viens pas du monde des thérapeutes en général. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Mon parcours à moi, en fait, je suis coach, conseiller en entreprise. Et donc, j'ai travaillé dans des tas d'entreprises différentes, à différents types de fonctions, mais souvent raccroché à tout ce qui était ressources humaines, même si j'ai fait de la gestion et ce genre de choses-là. Mais on m'a toujours appelé le psy, en fait, dans toutes mes interventions, ce qui était un petit peu particulier, ça m'a interpellé. Et à un moment donné, je me suis dit, ben tiens, tous les problèmes que je rencontre dans les entreprises, ce sont des problèmes qui sont liés quasiment systématiquement aux relations humaines. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher des outils par rapport à ça, et je me suis formé à la thérapie brève stratégique il y a maintenant un peu plus de 10 ans, ce qui m'a permis effectivement dans mon métier d'acquérir un certain nombre d'outils, mais je me suis piqué, en fait, effectivement, à la thérapie en elle-même. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir un certain nombre de patients par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui était très, très interpellant pour moi. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à travailler de plus en plus en tant que thérapeute. Il me semblait toujours qu'il me manquait un outil. Et cet outil-là, je l'ai trouvé dans l'hypnose. Parce que ça permettait, en fait, si vous voulez, de bien associer un outil qui est la thérapie brève à quelque chose qui va travailler peut-être sur le passé à certains moments donnés et qui va nous permettre de sortir d'un certain nombre de problèmes qu'on rencontre au jour le jour. Donc, en fait, maintenant, je travaille comme psychothérapeute et comme hypnothérapeute en Belgique. J'ai une patientèle qui est de plus en plus développée. Ça fonctionne vraiment bien pour moi, même si je travaille encore de temps en temps en entreprise, mais ce qui se fait de plus en plus rare pour le moment. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi est-ce que j'ai cherché la thérapie brève et l'hypnose PTR? C'est pour à la fois répondre à deux choses qui sont essentielles pour moi. C'est d'une part la douceur dans l'intervention et d'autre part la rapidité. C'est vraiment deux choses qui sont essentielles pour moi et ces deux outils-là m'ont vraiment permis en fait d'arriver à avoir un mode de fonctionnement pour mes patients qui est quelque chose qui correspond à ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir intervenir rapidement, mais d'un autre côté, comme je vous le dis, avec énormément de douceur et permettre à chacun de se sentir bien, même si on fait un travail qui est quelquefois difficile. À partir de là, et par rapport au module qu'on va vous présenter ce soir, il y en a deux qui tiennent, que moi je vais vous présenter, mais qui me tiennent vraiment à cœur. C'est le premier, c'est la spirale infernale. La spirale infernale, c'est un atelier qui va vraiment en fait être axé sur l'approche thérapie brève.
Alors, juste un petit rappel, je ne sais pas si toutes celles d'entre vous sont bien au courant de ce que c'est la thérapie brève, mais il y a un certain nombre de présupposés qui sont relativement simples, mais qu'il faut avoir en tête quand on parle de thérapie brève, c'est on ne s'encombre pas d'un diagnostic. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Dans l'approche thérapie brève et l'approche de Palo Alto, on ne va jamais poser de diagnostic par rapport à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper de ce qu'il fait aujourd'hui et maintenant et ce qui lui pose problème par rapport à ça. Et on va essayer de trouver la solution par rapport à la problématique qui est rencontrée par le patient. En fait, la grande théorie de la thérapie brève, c'est que bien souvent, la solution que le patient met en place ou la solution que la personne met en place par rapport à ça, puisqu'on ne va plus parler de patient, puisqu'on va essayer de vous donner des outils pour faire ça par vous-même, mais c'est que la solution, c'est le problème. Donc, on va vraiment travailler sans poser de diagnostic parce que ça n'a pas d'intérêt dans la démarche que l'on fait ici. Et moi, mon but dans cet atelier, ça va être de vous apprendre, de vous permettre en fait de repérer ce que vous faites consciemment au jour le jour et qui produit l'effet inverse de ce que vous voudriez. Et donc, c'est ce qu'on va appeler une boucle ou une spirale infernale. Donc, en fait, vous rencontrez une problématique, quelle qu'elle soit. On va prendre un exemple très, très simple. La personne que vous aimez, par exemple, s'éloigne un petit peu de vous. Parce que vous allez avoir tendance à faire, c'est marquer votre attachement, c'est vouloir être présent, vouloir lui signifier par plusieurs moyens que c'est vraiment important pour vous qu'elle soit là. La personne à laquelle vous tenez, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'éloigner de plus en plus de vous parce qu'elle va se sentir de plus en plus coincée. Mais vous, comme elle s'éloigne de plus en plus de vous, mais vous allez de nouveau revenir de plus en plus vers elle. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, dans une situation où on fait quelque chose parce que ça nous semble logique, on fait quelque chose parce que ça nous semble normal, ça produit l'effet inverse de ce qu'on voudrait, mais comme ce que l'on fait est logique, on va continuer à le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? On rentre dans une spirale qui va aller de plus en plus loin et qui peut mener à l'éloignement complet de la personne à un moment donné. Alors ça, c'est d'une manière extrêmement simpliste, mais évidemment, vous pensez bien que ça se complexifie à certains moments donnés. Et donc, pour pouvoir arriver à bien débusquer en fait les boucles dans lesquelles on est, dans cet atelier, l'idée, c'est de vous permettre de, en fait, vous observer d'une manière très approfondie. Je vais vous passer une petite slide par rapport à ça pour voir un petit peu ce que vous allez apprendre à voir chez vous et à regarder chez vous. Je vais utiliser un petit dessin, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, c'est un petit dessin qui explique bien ce par rapport à quoi il va falloir observer la manière dont on fonctionne pour découvrir les boucles ou les spirales infernales dans lesquelles on se bloque à un moment donné. Et ces spirales, elles peuvent avoir lieu par rapport au monde extérieur, c'est la petite boule avec le monde que vous voyez à droite, et aussi par rapport à la vision que vous avez du monde. Donc, c'est-à-dire par rapport à la manière dont vous percevez le monde. Cette perception du monde, elle vous est envoyée par vos sens, en fait, qui vous permettent de décoder le monde dans lequel vous êtes, mais qui vous permettent d'avoir une image du monde, mais cette image n'est jamais véritablement le monde. Vous avez déjà certainement entendu, la carte n'est pas le territoire, c'est vraiment là-dedans qu'on est. Donc, c'est cette vision du monde, en fait, qui, à certains moments donnés, peut être restrictive et nous empêcher de comprendre la personne avec laquelle on est, mais aussi nous empêche de fonctionner pleinement et de manière totalement sereine dans le monde. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer à vous observer dans votre relation au monde, dans votre relation par rapport à votre vision du monde, en travaillant à la fois sur vos pensées, sur vos émotions et sur vos sensations physiques, et en plus de ça, de vous observer par rapport aux gens qui sont autour de vous, parce qu'on est toujours forcément en relation avec tout le monde. Donc, il y a d'une part ce qui se passe au travers du monde, mais il y a aussi tout votre entourage qui va appuyer, en fait, et en général renforcer les spirales infernales dans lesquelles vous êtes et vous bloquer de plus en plus par rapport à ça, ce qui, évidemment, pose un problème. Une fois qu'on va avoir découvert, en fait, ces spirales infernales, le principe, c'est de vous initier à ce que j'appelle l'approche paradoxale. Donc, c'est l'art d'être où on ne vous attend pas. Et donc, c'est prendre le contre-pied de ce que vous avez l'habitude de faire, et qui est totalement logique, hein, mais que vous avez l'habitude de faire, mais qui produit l'effet inverse de ce que vous voudriez. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un 180 degrés pour briser la spirale, sortir de cette spirale et vous libérer, en fait, de ce qui vous pose problème aujourd'hui et maintenant. Et donc, c'est un atelier qui va se vouloir extrêmement pratico-pratique
et qui va permettre, en vous permettant de vous regarder, de vous observer, qui va vous permettre de vous autonomiser en fait par rapport aux problèmes que vous rencontrez et de vous sortir d'un certain nombre de situations qui pourraient être particulièrement difficiles à gérer. Voilà, ça c'est le premier atelier, ça va s'appeler la spirale infernale, ce sera en ligne vraisemblablement dans le courant du mois de janvier 2023. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver en ligne, donc sur le site observationmédiative.com, cette formation, cet atelier, qui sera, à mon avis, sur quatre sessions de plus ou moins 1 heure, avec un accompagnement qui va se faire sur le côté, pour vous permettre de découvrir ce qui vous bloque aujourd'hui et maintenant. Alors, le deuxième atelier que je vais vous proposer, c'est un atelier sur l'auto-hypnose. Alors, juste un tout petit peu d'histoire par rapport à ça, mais je vais faire ça très très court. En fait, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est un état modifié de conscience et il existe un certain nombre d'hypnoses différentes. Vous avez l'hypnose traditionnelle ou ancestrale, celle que l'on voit malheureusement dans un certain nombre de spectacles encore actuellement. Euh, Elle est utile, elle a été utilisée beaucoup par les chamans et par un certain nombre de religions. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Il y a plein de choses à y retrouver. Et ce que l'on fait aujourd'hui et maintenant n'est pas toujours très, très différent de celle-ci, même si on a posé un cadre qui permet de faire beaucoup plus de choses, en fait, que précédemment. Et puis, vous avez l'hypnose ericksonienne, qui est peut-être l'hypnose que l'on va retrouver de manière générale un peu partout. Alors, Milton Erickson, dans les années 70, 60, 70 et 80, a vraiment fait évoluer l'hypnose pour permettre effectivement d'en faire un véritable outil de bien-être, mais avec une procédure et une manière de faire qui est vraiment très, très intéressante. Pour repérer l'hypnose ericksonienne, on va surtout parler dans l'hypnose ericksonienne de métaphores que l'on va proposer aux patients, que l'on va donner aux patients pour lui permettre d'évoluer par rapport à sa problématique. Vous avez Lipton, je confonds Milton Erickson et l'hypnose humaniste. Vous avez l'hypnose humaniste qui est une modification, une évolution encore de l'hypnose ericksonienne. Et puis vous avez l'hypnose que moi j'ai pratiquée et que je pratique toujours d'ailleurs, c'est la psychothérapie du trauma réassociatif. Je vais y revenir tout de suite. Je voulais juste vous préciser que, en fait, pourquoi est-ce que je vous propose un atelier sur l'auto-hypnose? C'est parce que dans ma pratique, en fait, avec mes patients, je me suis rendu compte à certains moments donnés, et j'ai surtout une patiente qui m'a éveillé par rapport à ça. Donc, c'est une dame qui m'avait été envoyée, qui était envoyée par la clinique de la douleur près de chez moi à Verviers, et qui souffrait de maux de tête depuis 14 ans. Elle avait 45 ans, donc c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour elle. Et l'hôpital, les médecins ne trouvaient pas véritablement de solution. Elle passait d'un médicament à un autre de plus en plus fort. C'était vraiment compliqué pour elle. Et on a commencé à travailler en hypnose sur la problématique qu'elle rencontrait. Et d'elle-même, entre les séances, elle a utilisé l'auto-hypnose, sans que je lui en parle, pour faire baisser son seuil de douleur. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que ça a permis, en fait, véritablement à la thérapie d'aller beaucoup plus vite. Et donc, je me suis dit, tiens, l'auto-hypnose, c'est quand même quelque chose, c'est un outil qui est absolument fabuleux. Et depuis, je l'utilise pour moi aussi, parce que j'ai des problèmes relativement importants au dos, et je m'en sers aussi pour diminuer la douleur. Mais on peut se servir de l'auto-hypnose pour des tas de choses totalement différentes. D'où vient la psychothérapie du trauma réassociatif? Ben, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est Gérald Brassine qui, en fait, dans les années 80, a commencé à faire des formations sur l'hypnose ericksonienne et sur Palo Alto. Il a été étudié aux États-Unis, il est revenu en Belgique, il a ouvert l'Institut Milton Erickson de Belgique, et puis il a développé sa propre hypnose sur base des enseignements de Milton Erickson, parce qu'il se dit effectivement comme étant un des héritiers de Milton Erickson, et il va très loin dans la lecture et la compréhension des textes de Milton Erickson. Il a vraiment travaillé là-dessus, et il a mis en place une hypnose qui est différente en fait de l'hypnose ericksonienne telle qu'elle est utilisée par beaucoup d'hypnothérapeutes pour l'instant, parce qu'on ne va pas se servir de métaphores, on ne va pas se servir d'induction comme c'est fait dans l'hypnose ericksonienne, mais on va travailler avec les souvenirs des patients. Et donc, l'idée, si vous voulez, dans l'auto-hypnose que je vais vous proposer, c'est non pas de vous dire quelque chose, mais c'est de vous permettre d'utiliser vos propres souvenirs pour rentrer en auto-hypnose.
Et donc, l'idée, c'est d'une part de vous permettre de vous autonomiser, de pouvoir faire ça vraiment seul, sans moi, mais de vraiment aller loin pour vous permettre de vous sentir bien, pour faire baisser le stress, pour travailler sur la douleur, ou simplement pour vous sentir bien, parce que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et donc, ce n'est pas de vous proposer par après de garder ma voix quelque part ou la voix de quelqu'un d'autre pour vous permettre de descendre en auto-hypnose, mais de vraiment utiliser vos propres ressources pour rentrer en auto-hypnose et ainsi pouvoir utiliser l'auto-hypnose, je dirais n'importe où et n'importe quand vous en avez besoin, pour vous permettre de vous sentir mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Alors, on parle souvent de la différence entre l'hypnose et la méditation. C'est pas clair, en fait, dans la tête de beaucoup de gens, qu'ils soient des personnes qui utilisent la méditation, qu'ils soient d'autres personnes qui utilisent l'hypnose ou l'auto-hypnose, ou des personnes qui utilisent les deux. C'est assez difficile de faire la différence et je pense que c'est une foire d'empoigne. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est regarder un petit peu ce qu'on pouvait retirer de la science pour l'instant par rapport à ça. Et en fait, simplement, si on regarde les ondes cérébrales, en fait, parce qu'on arrive à les mesurer maintenant, on sait que les ondes alpha, entre 8 et 12 Hertz, en fait, correspondent au rêve éveillé, à la méditation et à une hypnose légère. Il y a la visualisation. Donc, en fait, l'hypnose et la méditation, quelque part, on est à peu près quand même, en tous les cas, quand on parle d'hypnose légère, on est à peu près dans le même travail au niveau du cerveau. Donc, faire la différence, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On peut avoir de la méditation guidée, on peut avoir de l'auto-hypnose guidée, on peut avoir de la méditation seule, on peut avoir de l'auto-hypnose seule. Je dirais que c'est juste une autre manière de faire qui est là pour vous faire du bien à un moment donné et vous permettre de développer un certain nombre d'outils supplémentaires pour que vous soyez bien et vous sentir mieux au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment le but de cet atelier sur l'auto-hypnose. Celui-là, il sera là à mon avis, aux alentours d'avril-mai 2023. Et puis, il y aura un troisième atelier qui va suivre aussi. C'est sur les moteurs qui nous animent. Ça, c'est Nathalie qui va vous le présenter. Juste encore une petite chose, parce que j'ai oublié de le dire. En ce qui concerne l'auto-hypnose, pour moi, vraiment, ce qu'on va faire, c'est travailler sur diminuer la douleur, réduire les états de stress et de tristesse, faciliter l'endormissement, améliorer la santé et gérer les émotions. Parce que vous le savez, je pense que si vous êtes déjà là pour entendre cette petite intervention, c'est que vous savez que les émotions sont fondamentales dans notre vie et qu'il faut apprendre à les gérer, qu'il faut apprendre à travailler avec elles. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans notre vie et par rapport à notre bien-être. Voilà, je dirais que par rapport à la méthode, juste encore avant de passer la parole à Nathalie, parce que j'ai encore oublié de dire quelque chose, mais je vais aller très vite là-dessus, par rapport à la méthode que l'on va utiliser pour l'auto-hypnose, eh bien, il s'agit de prendre un bon moment à vous, un bon moment dans lequel vous vous êtes senti bien. Et à partir du moment où on va être dans ce bon moment, on va le proposer de le revisiter au travers des images que vous en avez, mais aussi on va réanimer tous les sens. Donc en fait, le principe, c'est de vous permettre de réentendre les sons que vous aviez lorsque vous étiez dans ce bon moment, ressentir les odeurs, sentir peut-être le goût dans la bouche. Si vous vous trouvez à la mer, par exemple, parce que c'est quelque chose qui évoque pour vous un bon moment, mais on a souvent un petit goût de sel dans la bouche quand on est à la mer. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Et bien ce goût-là, on va pouvoir le faire revenir. Et donc, on va plonger de plus en plus, en fait, dans cet état d'auto-hypnose. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ressentir les émotions qui sont présentes en nous à ce moment-là. On va essayer de voir où elles se trouvent dans le corps et on va les diffuser un peu partout dans le corps. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est de commencer à sentir les émotions, voir où elles se trouvent et les augmenter pour augmenter le bien-être, pour augmenter la détente et nous permettre véritablement de nous sentir bien. Et donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, le but de ce deuxième atelier qui vous permettra véritablement de découvrir l'auto-hypnose, d'en faire un outil que vous allez utiliser au quotidien et qui va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais repasser pendant quelques secondes en fait sur un partage d'écran et puis
vous allez pouvoir entendre Nathalie qui va vous parler en fait des moteurs qui nous animent. C'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant aussi. Et ça sera en fait le troisième atelier que nous allons vous présenter dans le cadre de notre intervention au niveau de l'observation méditative. Oui, juste encore une petite chose, et Nathalie est là pour me le rappeler, parce qu'elle souffle dans mon oreille, c'est que demain à 19h, donc, ou à 13h heure Québec comme aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une première expérience d'auto-hypnose, mais une auto-hypnose guidée dans ce cadre-là, où on va partir de la manière dont je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en revisitant un bon souvenir et en vous permettant en fait de vraiment aller retrouver les sensations à ce moment-là et de retrouver les émotions et puis de les répandre un petit peu partout dans le corps pour vous sentir bien. Voilà, c'est la manière dont je vous propose de travailler. Les deux modules dont je vous ai parlé vont arriver. Le troisième module sera milieu de l'année 2023 aussi, mais je pense qu'il sera aussi vraiment très intéressant, pardon. Et je passe maintenant la parole à Nathalie pour vous présenter son module. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je suis Nathalie, qu'on a annoncé depuis un bout de temps. Je m'appelle Nathalie Malmedier. Donc, voilà. Moi, la thématique que je vous propose d'explorer, c'est lié à l'épanouissement du travail. Donc, là, on est vraiment ça dans une thématique de développement personnel. Moi, je ne suis pas thérapeute. Je fais du coaching en entreprise. Mais auparavant, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans le monde de la gestion de projet. C'est ce que j'ai fait principalement. Et donc, pour me présenter un petit peu, je vais me présenter au travers de la gestion de projet que j'ai fait abondamment dans ma vie. Ce sont des gestions de projet participatives. C'est dire combien ça me tient à cœur de travailler avec les personnes. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises, mais je continue à considérer mon travail comme un accompagnement en mode gestion de projet, puisqu'on travaille sur les organisations, sur les communications internes, le RH, le bien-être au travail. Donc, je suis toujours dans cet état d'esprit de gestion de projet. Alors, pourquoi j'aime autant le projet? Parce que pour moi, ce mot-là m'émoustille, quoi, carrément. Donc, il y a trois axes de la gestion de projet qui m'émoustillent. Vous allez comprendre qui je suis un petit peu. D'abord, c'est la réflexion. Parce que quand on mène un projet, il y a beaucoup de réflexions en amont, comment on va le mener, une recherche intensive sur la thématique du projet, recouper les informations. C'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses. Ça, c'est un aspect du projet que j'aime bien. Le deuxième, c'est la rencontre. Puisque mes projets étaient participatifs, je ne pouvais faire que des projets, aboutir à mes projets en travaillant avec les autres, la co-construction. Je me suis abondamment formée aux pratiques d'intelligence collective. Donc, la dynamique de groupe me passionne vraiment beaucoup. Et le troisième aspect, donc là, c'est le fait qu'on avance dans un projet, il y a des délais, il y a des indicateurs. Et donc, c'est ponctué de moments forts. Et ça, j'en ai besoin énormément. Par rapport à l'épanouissement au travail, c'est que je fasse ce module que je vous propose. Ce module est tout à fait cohérent par rapport à ma vie parce que mes projets ont pris beaucoup d'espace dans ma vie, enfin, dans ma vie tout court. Et donc, il y a eu quand même des hauts et des bas dans ma carrière parce que j'ai changé beaucoup d'entreprises. Et donc, ça m'a toujours interpellée. Qu'est-ce qui fait que j'étais complètement motivée, puis démotivée? Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'ai suivi une formation pour devenir coach. Et là, on m'a proposé donc, un outil qui s'appelle le CISEM, qui a été mis en place donc, par un Français, Éric Mortier. Et ce CISEM traite de l'épanouissement au travail. Et donc, pour moi, à titre personnel, déjà, en premier abord, ça a été vraiment une sorte de révélation. Je dis, ah, c'est donc ça, c'est pour ça que j'ai changé. C'est pour ça que là, je n'aimais moins mon projet. Et celui-là m'a vraiment plu pour telle et telle chose. Et donc, en quelque sorte, à titre personnel, pour moi, ça a été comme la découverte de mon mode d'emploi personnel, me dire, donc il faudrait un peu plus de tâches comme ça, il faudra un peu moins de ceci, un peu moins de cela, etc. Et on arrivera vraiment à trouver vraiment une sorte d'équilibre dans ma vie professionnelle et un peu, entre guillemets, maîtriser, enfin, j'aime pas ce terme maîtriser, mais de comprendre
comment agencer les tâches pour être resté motivé tout au long d'un projet. Et j'ai trouvé un fil rouge quoi, dans ma vie professionnelle, alors que de point de vue extérieur, souvent on me disait, oh mon Dieu, comme tu lis beaucoup, tu pars d'un CDI, etc. Enfin bon, j'avais cette image de touche à tout et de passer d'un boulot à l'autre, quoi. Et avec le système, je dis, mais non, en fait, moi, je sais expliquer. Le fil rouge, c'est entreprendre des projets, c'est m'informer sur ces projets-là. Et donc, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai quand même 54 ans bientôt, donc j'ai fait que ça, j'ai fait de la gestion de projet. Ça m'a l'air total dans des domaines d'activité différents, mais c'est évident pour moi. Alors voilà, le sixième, c'était un bon moment pour moi, vous l'aurez compris. Et au bout du compte, il y a quelque temps, je me suis reformée à cet outil-là. Donc, je suis devenue coach conseiller certifié sixième. Sixième, donc, comme je vous l'ai déjà dit, de l'épanouissement au travail. Ça nous donne, d'une part, vraiment, les clés de compréhension. Ça, c'est important pour moi. Mais ce n'est pas que ça. À un moment donné, il y a un autre aspect, de comprendre. Ça nous permet d'être acteurs et actrice de notre vie professionnelle, c'est de poser des actes à un moment donné pour de changer, d'ajuster notre vie professionnelle, enfin, c'est d'en faire quelque chose, de ne plus la subir. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Enfin, pour moi, c'est vraiment important dans ma vie d'être acteur de ma vie, en général, de toute façon. Et voilà pourquoi je vous le propose. Alors, le sixième, si on donne une définition plus, je dirais, pas classique, mais enfin une définition simplement, c'est un modèle d'application fondé sur les motivations intrinsèques. Donc, quand on parle de modèle, évidemment, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation simplifiée de la réalité qui nous permet de réaliser quelque chose. Si je prends par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends une carte routière, évidemment, vous regardez la carte, vous voyez les axes, vous voyez peut-être une mise, la boulangerie, enfin, une carte, le bois, etc. Vous savez que ce n'est pas la réalité, mais vous voulez aller d'un point A à un point B. Et ça, en ce sens, c'est efficace. C'est pas, cette représentation vous aide à aller d'un point A à d'un point B et donc vous satisfait. En fait, le sixième, dans le cadre du sixième, c'est un peu par rapport à notre motivation. C'est un peu ça que ça nous amène. À un moment donné, on est démotivé. On essaie de comprendre avec une grille de lecture simplifiée, parce que la motivation est quand même complexe, évidemment, comme la nature humaine, et c'est ça qui est bien aussi. Mais c'est une manière d'appréhender cette complexité de la motivation et d'avancer dans cette démarche-là. Donc, c'est ça, en ce sens que le sixième, c'est efficace. Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est très efficace. C'est un peu, comme je l'ai dit, j'ai déjà employé ce mot-là, pour moi, c'est un mode d'emploi, en caricaturant, bien entendu. C'est un mode d'emploi en se disant, je dose un peu les tâches de mon quotidien dans les tâches. Un peu de tâches comme ça, même si je n'aime pas du tout, je sais quand même les gérer. Et celles que j'adore, c'est comme ça. Et comment je peux ajuster, comment je peux transformer la fonction actuelle pour m'épanouir au travail et pour que ça se passe super bien quand je rentre à la maison, etc., que je ne ramène pas les problèmes à la maison. Donc ça, c'est l'aspect modèle du sixième. Comment ça fonctionne. J'ai parlé aussi, c'est un modèle fondé sur les motivations intrinsèques. Donc, intrinsèque, c'est l'opposé d'extrinsèque. Donc, habituellement, on peut être motivé à un moment de notre vie pour travailler beaucoup. Je m'investis énormément dans mon travail, spontanément, mais dans le but d'obtenir quelque chose qui est extérieur à moi. Donc, ça peut être la reconnaissance sociale, j'ai envie qu'il y ait directeur ou directrice sur ma carte de visite ou sur ma signature de mail, on fait de moins en moins des cartes de visite, mais signature de mail, etc. Et donc, je suis très motivée pour obtenir cela. Je peux être aussi très motivée pour obtenir une augmentation de salaire ou avoir une grosse voiture de fonction. Mais tout ça dépend aussi de quelqu'un d'autre. Cette récompense, on va me l'accorder oui ou non. C'est quelqu'un d'extérieur. Et on remarque ce type de motivation, même si on acquiert le titre de direction ou une grosse voiture, quelquefois ce n'est pas durable. La satisfaction n'est pas durable, elle n'est pas peut être remise en question, c'est pas la même chose qu'après, il faudra comment vous allez vous animer quand vous aurez ça. Donc, c'est un peu limité dans le temps. Ici, je parlais, donc le sixième, est fondé sur les motivations intrinsèques. Et là,
c'est ça qui, enfin moi je trouve vraiment assez intéressant de ce modèle-là, c'est que les motivations intrinsèques, ben, elles dépendent que de nous. En fait, c'est l'activité en elle-même qui est la récompense. Donc, c'est ça qui est assez intéressant comme formulation, pour moi en tout cas. Donc, ça dépend de nous, ça dépend de nous. Il n'y a personne qui peut nous donner cette motivation-là. Et c'est un peu de cultiver au sein de nous ces motivations intrinsèques et d'en prendre déjà conscience. Qu'est-ce qui nous anime quand on travaille, dans la vie aussi de tous les jours. Et donc, ça, c'est un premier pas. C'est de découvrir ce que sont les motivations intrinsèques. Alors, comment Éric Mortier, il y a plusieurs théories hein, sur les motivations, etc. Mais en reprenant Éric Mortier, donc le créateur de ce modèle, pour lui, c'est assez clair. Il y a deux facteurs, il y a le sens et le plaisir. Et quand on a le sens et le plaisir, on est sûr d'être dans les motivations intrinsèques. Alors, le sens, c'est évidemment, il y a vraiment la finalité. Je comprends pourquoi je fais quelque chose. Et deuxièmement aussi, c'est important pour moi. C'est-à-dire que c'est en lien quand même avec mes propres valeurs. Donc, on est vraiment dans un... Oui, c'est un double aspect du sens, mais c'est vraiment donc la finalité et ce qui est important pour moi. Ça, c'est important. Alors, par exemple, je prends toujours des fois l'exemple, quand on a des enfants, on veut leur faire, quand ils commencent à apprendre à lire à l'école, on est tous, on prend le soir, on prend du temps pour les suivre tout à fait au début, en tout cas pour qu'ils apprennent à lire, etc. Parce qu'on comprend pourquoi on le fait. Pour nous, c'est important. Peut-être que ça représente la réussite pour nous. Enfin, chacun d'entre nous a ses propres représentations, mais quelquefois, on se dit, bon, c'est une manière de s'émanciper, c'est une manière d'apprendre, c'est important. C'est important qu'ils réussissent à l'école pour avoir leur vie, une bonne vie après. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'il y a derrière ça, mais ça a du sens. Et quelquefois, pour certaines personnes, c'est vraiment la galère de faire cette devoir-là avec les enfants en soirée, en revenant du travail, en faisant à manger, etc. Ça peut être très vite, il n'y a peut-être pas de plaisir. Et c'est ça la différence. C'est que quand on prend du plaisir et qu'il y a le sens, c'est ça que c'est une motivation vraiment intrinsèque, quoi. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'il se base, lui. Donc, ce sont ces activités qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on fait spontanément, sans voir le temps passer, et on n'a pas besoin d'être poussé pour faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est comme ces personnes qui vont courir, et ce n'est pas parce que le cardiologue leur a dit, écoutez, là, il faudrait que vous fassiez du sport, parce qu'ils ont pour votre santé, ou alors certaines personnes veulent maigrir, leur nouveau maillot ou quelque chose comme ça. Là-bas, c'est courir qui est vraiment la récompense, c'est bouger, c'est faire c'est la foulée, etc. Où ils s'en foutent, ces personnes, ces coureurs, c'est peu importe ce qu'il y a au bout du compte, c'est pour ils ne veulent rien obtenir de particulier, ils veulent juste courir. Et courir est l'activité et c'est la récompense. Tandis que l'autre côté, on court pour être en bonne santé, pour perdre des kilos, etc. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même système, quoi, la même façon de voir les choses. Alors, par rapport au sixième, pour clôturer, parce qu'on me fait des signes comme quoi je parle trop, donc il y a deux manières, comme je l'ai dit. D'abord, comprendre ce qui nous anime, comprendre ce qui nous fait vibrer. Et le deuxième état, c'est se dire, tiens, j'applique ça à ma vie professionnelle et comment j'analyse ma vie professionnelle et je pose comme un diagnostic, si je puis dire, et puis comment je peux la rendre plus passionnante et plus motivante. Donc voilà, l'atelier que je vais proposer donc, dans le cours de 2023, donc ce sera plutôt pour la première partie, c'est découvrir les moteurs. Donc, ce sera en séance, je dirais, en groupe, et puis en alternance en individuel aussi pour aller un peu plus loin à chaque fois. Et là, ce sera vraiment la première partie, découvrir les moteurs, ce qui nous anime ensemble au travers des loisirs, de ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment, oui, voilà, c'est un atelier, normalement, ce sera 8 heures. Donc, voilà.
Donc, ben voilà, je dois clôturer, je ne sais jamais clôturer. Donc, voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Oui. Voilà, Donc à voilà, nouveau avec moi. je me permets de revenir, mais avant qu'on ne clôture, donc je suis un peu bas, je me rends compte. Mais peut-être que l'une d'entre vous aurait une question. On peut en profiter pour vous répondre si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Si l'une d'entre vous a envie de poser une question particulière, sinon ben, les choses s'arrêteront. Donc comme je vous l'ai dit, demain à 19 heures ou à 13 heures heure Québec, je vous proposerai de faire une première auto-hypnose, mais guidée, celle-ci. Donc le but, je vous rappelle, de l'atelier qu'on va vous présenter, ce sera d'arriver à faire des auto-hypnoses qui ne seront effectivement plus guidées, que vous allez pouvoir faire seul, donc sans l'intervention de quelqu'un à l'extérieur, sans même l'intervention d'une voix, mais pour démarrer une première fois et pour faire une première expérience. Donc, ce que je vous proposerai, ça durera un quart d'heure maximum, mais ça vous permettrait déjà de faire une première expérience par rapport à ça. Celles qui utilisent déjà la méditation pour l'instant, ça peut vraiment être intéressant de pouvoir sentir peut-être, je vais dire, la différence. Voilà. Mais je ne sais pas si l'une d'entre vous a une question particulière ou pas. Sinon, ben voilà, ben je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on vous a apporté un petit quelque chose. Nos ateliers seront en ligne donc à partir de 2023 de manière régulière pendant la première partie de l'année. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et ben, j'espère à très bientôt sur l'observation méditative. Bonne soirée. Merci, au revoir.